Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. Salut tout le monde, bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une super belle semaine ou belle fin de semaine. Aujourd'hui, on va faire un podcast sur un sujet que j'adore et c'est l'hypertrophie parce que je sens que c'est un sujet que vous maîtrisez, mais pas totalement. Puis je reçois une tonne de questions sur Internet, sur mon compte Instagram, Félix Deg. Si vous ne me suivez pas, allez-y, ça vaut, je pense, ça vaut la peine. Et c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Je vais juste m'ouvrir un petit gourou. By the way, guys, si vous n'avez pas essayé les petits gourous punch, là, ça vaut la peine. Je vais me tasser un petit peu. Et voilà. Alright. Et puis, by the way, je suis désolé, là, je sais que vous m'entendez souvent boire. Puis il y a des gens, je pense que ça... Ben en fait, je pense pas, je sais qu'il y a des gens que ça trigger. Fait que je suis vraiment désolé. J'essaye de pas boire dans le podcast, mais des fois, c'est long. Puis tu sais, si vous écoutez des podcasts souvent de Huberman ou des choses comme ça, souvent, il y a des interludes. Fait qu'ils vont couper pour mettre de la publicité à l'intérieur. Puis c'est à ce moment-là que les gars prennent une pause, tu sais, ils boivent de l'eau, ils se dégourdissent les jambes, whatever. Mais moi, je fais pas ça. J'essaie de vous donner de l'information qui est la moins commanditée possible. Fait que veux pas, ça vient avec son lot d'inconvénients comme des fois mes petites gorgées. Fait qu'aujourd'hui, on va parler d'hypertrophie parce que les gens sont mêlés à savoir comment l'hypertrophie fonctionne, pourquoi la faire et comment s'y prendre. Mais premièrement, comment prendre du muscle. On va y aller par la base, que vous avez besoin de 4 choses. Vous avez besoin d'eau, vous avez besoin de protéines, vous avez besoin d'un stimuli qui est mis sur le muscle et vous avez besoin d'énergie. Okay? Fait que si vous avez ces 4 prémices-là, vous allez bâtir de la masse musculaire au début en tout cas. Si vous êtes un débutant, vous allez bâtir de la masse musculaire. Après, ça va juste être à voir à comment vous y prenez pour progresser. Fait qu'on y va. Dans le fond, là, les gens qui veulent prendre la masse musculaire, souvent ils se font dire « Ah, entraîne-toi, fais des reps de 8 à 10, 10 à 12, 12 à 15, ça va prendre la masse musculaire et tout ça. » Mais premièrement, c'est quoi prendre la masse musculaire? Il y a des gens qui pensent que pour prendre du muscle, dans le fond, c'est que tu t'entraînes, tu perds une fibre musculaire, par la suite, tu la regrossis et elle se détruit et elle se reconstruit comme plus grosse et plus dense. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça, l'hypertrophie. Ben, c'est ce qu'on pensait il y a peut-être 10-15 ans, mais c'est plus comme ça. Fait que, tu sais, quand souvent, vous entendez des gens dire « il faut que tu... comment ils disent ça? Tu sais, mettons, tu perds du muscle, puis par la suite, ton corps rebâtit du muscle et remplace par une fibre qui est plus grosse, whatever. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui se passe, c'est que quand vous vous entraînez, il y a deux choses qui se passent. Il y a quelque chose qu'on appelle le stress mécanique, puis il y a quelque chose qu'on appelle le dommage musculaire. Okay? Puis je ne veux pas parler du stress métabolique parce que c'est un peu un mythe, puis je vais y venir un peu tantôt. Le stress mécanique, c'est, on va l'appeler, en anglais, c'est mechanical tension, fait que la tension mécanique, c'est plus, je trouve, cute que stress. Puis après, c'est muscle damage, qui est dommage musculaire. C'est sûr que je vais essayer de le traduire, mais je lis absolument rien en français sur ces mécanismes-là parce qu'on est comme 10-15 ans en arrière, que ce soit en Europe ou ici. Fait que c'est plus difficile de trouver des textes en français, fait que je lis pas mal en anglais. Fait que des fois, si je me trompe dans mes mots, don't get me wrong. Donc, c'est ça. Fait que pour créer, dans le fond, du muscle, il faut mettre un stress mécanique assez fort parce que vous avez dans les fibres, vous avez le genre de petits crochets. Fait que vous avez de l'actine à gauche et de la myosine. Et là, ça vient s'accrocher comme ça. Ça crée des genres de tight bridges. Et si la tension est assez forte, ben ça va créer de l'hypertrophie musculaire. Comment ça va créer l'hypertrophie musculaire? Simplement en grossissant la fibre ou en dupliquant légèrement. Quand vous créez une tension musculaire, le corps doit répondre à cette tension-là, ce stress mécanique-là, pour devenir par la suite plus fort et plus gros, okay? Pour être capable de résister toujours à pire, toujours à pire, toujours à pire. Fait que c'est ça un peu le principe. Par contre, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand vous créez un stress mécanique, inévitablement, vous blessez le muscle. On va appeler ça s'appelle du dommage musculaire, muscle damage.
Et ce qui se passe, c'est que quand vous blesser le muscle, c'est quand vous êtes raqué le lendemain, quand vous avez mal, quand vous avez des courbatures, ça, c'est que votre muscle est blessé. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que vous avez des ions H+, et des décharges de calcium, et tout ça va venir suck up votre fibre, fait que la faire disparaître, si vous voulez, l'atrophier, l'éliminer. Et ce qui se passe en dommages musculaires, c'est que le corps, après, pour guérir, il faut qu'il remette une fibre. Il faut qu'il rebâtisse la fibre, mais il la rebâtit exactement pareil. OK? Fait que c'est pas le dommage musculaire qui va faire de l'hypertrophie, c'est vraiment le stress mécanique par un autre pathway. Fait que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des gens qui disent, ben non, mais il faut que tu sois raqué, il faut que tu ailles mal, tatati, tatata. Être raqué, puis j'en parlais tout à l'heure là, dans l'hypertrophie, ça peut avoir son lot de bénéfices. Ça peut vous montrer que vous avez assis un nouveau patron moteur, que vous avez mis une tension qui est vraiment plus haute que d'habitude, fait qu'inévitablement, il y a un peu plus de dommages qu'à l'habitude, mais vous n'êtes pas obligé d'être raqué, quote unquote, pour avoir des gains musculaires. Qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est pas parce que tu es raqué le lendemain matin, c'est pas parce que tu as mal à un muscle que nécessairement que tu vas avoir des gains. Même au contraire, des fois, tu peux être raqué puis pas avoir de gains du tout. Puis je vais essayer de faire une analogie, peut-être vous aider à comprendre. Exemple, que vous allez courir un demi-marathon, OK, 21 km. Pensez-vous que c'est un entraînement qui va vous faire prendre du muscle dans les jambes? Là, 90% d'entre vous vont dire, ben non, c'est des fibres oxydatives, c'est pas ça qui va prendre faire du muscle, c'est trop longtemps. Là. Mais est-ce que vous allez être raqué aux jambes? Bien, probablement, tu sais. Probablement parce que c'est ce qui va faire que vous allez créer beaucoup de dommages musculaires. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que le dommage musculaire est créé majoritairement par l'excentrique quand le muscle s'étire. Donc, quand vous courez, qu'est-ce qui se passe? Vous notez un impact au sol et ça va venir étirer le muscle à chaque fois. Fait que vous créez beaucoup, beaucoup de dommages musculaires à faire ça de cette façon-là. Ceci étant dit, c'est pas nécessairement obligatoire d'avoir mal, puis encore là, c'est pas mandatoire et nécessaire. Ça peut arriver, ça peut être un signe que vous avez vraiment poussé un workout à un autre niveau, mais that's it. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme vous voyez, il y a comme une genre de relation entre le stress mécanique, la tension mécanique et le dommage musculaire. Comme l'un vient pas sans l'autre. Dans un programme d'hypertrophie comme parfait, mettons si la perfection existait, dis-je, ça serait 100% du stress mécanique, zéro dommage musculaire. Tu sais, ça serait génial, on pourrait s'entraîner à tous les jours, il n'y aurait pas de problème, mais malheureusement, c'est pas ça. Et le dommage musculaire, c'est ça qui vous empêche de vous entraîner comme le même muscle à tous les jours. Fait que quand vous voulez prendre du muscle, il faut toujours comprendre la relation entre le stress mécanique, mechanical tension, et le dommage musculaire, muscle damage. Fait qu'il y a plein d'écoles de pensée à ce niveau-là. Il y a l'école de pensée de la très haute intensité avec beaucoup de récurrence et pas beaucoup de volume. Et vous avez l'autre école de pensée avec beaucoup de volume, une intensité qui est modérée et une fréquence qui est quand même un peu plus élevée. Donc, dans le coin gauche, on va dire ça, il y a l'intensité. Pensez à des gars comme Dorian Yates dans les années qui s'entraînaient, qui amenaient vraiment leur corps à l'échec musculaire avec peu d'exercices, peu de séries et peu de répétitions. Et tu as l'autre école de pensée culturée, genre Arnold, puis ce monde-là qui faisait du volume. Ce qui se passe, c'est que plus que vous faites de volume, plus vous allez créer de dommages musculaires. Parce que, oui, si vous faites, mettons, 2 répétitions à 5, 2 séries, dis-je, à 5 répétitions maximales, c'est très difficile pour le corps, vous allez créer du dommage musculaire, mais c'est pas la même chose que si vous faites, exemple, 12 séries à 10-12 répétitions. Il y a beaucoup plus de contractions, donc il y a beaucoup plus de chances de créer, de blesser le muscle du dommage musculaire. Fait que le volume, fait que des répétitions modérées, souvent, avec beaucoup de volume, beaucoup de séries, exemple, des journées de chest dos, est-ce que là, vous faites comme 30 séries dans votre journée, nanana. Ce qui arrive, c'est que vous allez créer, oui, du stress mécanique, mais le dommage musculaire va tellement être élevé que ça va vous prendre tellement longtemps à récupérer que vous risquez de vous surcompensez dans votre courbe et vous revenez à la base, fait que vous avez peu de gains musculaires. Puis il y a toujours quelqu'un qui va me dire « Ouais, mais Félix, je connais, un de mes chums s'entraîne 6 fois semaine, des gros workouts, il est massif, il est gros. » Il y a deux choses qu'il faut comprendre. Premièrement, il y a beaucoup de gens qui consomment des produits dopants. Fait que ça vient un peu comme fucker les dires. Est-ce que si vous prenez des produits dopants, vous devez faire un entraînement à volume? Pas du tout. Il y a un gars qui m'a écrit, mais c'est drôle parce que toutes les filles qui m'écrivent pour des questions, ils me suivent. Les gars qui m'écrivent pour des questions, comme 50% ne me suivent pas. Fait que je réponds. Puis ils sont super chill. Fait que je réponds tout le temps à leurs questions. Ben j'essaie parce que j'ai bien des messages. Mais quand je le vois, je réponds aux messages.
Puis j'ai dit genre, hey, but by the way, tu pourrais suivre mon compte Instagram, tu vas avoir de l'information. Puis là, ils sont comme, ah, cool. Puis là, ils s'abonnent. Tu sais, mais je suis comme, bro, ça devrait comme être de soi, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que c'est juste drôle. Parenthèse. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à cause des produits dopage, ça vient un peu, excusez-moi l'anglicisme, là, mais fucker un peu nos data, nos données par rapport à ça. Et la deuxième des choses, c'est qu'on a tous des récepteurs androgéniques, AR qu'on appelle. Fait qu'on a toute une capacité à recruter nos unités motrices, puis on a toute une capacité aussi à prendre la masse musculaire. Fait que c'est ça. Moi, j'ai souvent été dans l'équipe volume parce que dans ma tête, j'étais comme aïe aïe, moi je veux consacrer beaucoup de temps à l'entraînement, j'aime ça, fait que je vais m'entraîner, je vais m'entraîner. Mais le problème, c'est que j'ai fait ça pendant des années de temps. Est-ce que j'ai pris du muscle? Ouais, un peu, mais je pense qu'avec du recul, je faisais tellement de dommages musculaires que mon corps était juste tout le temps en train de récupérer, se reconstruire. Mais c'est comme tu te déconstruis, tu te reconstruis, tu te déconstruis, tu te reconstruis. Fait qu'il n'y a pas vraiment de shortcut à l'hypertrophie. Puis tu sais, on est dans un univers qu'on se dit more the better, right? Si je pratique beaucoup souvent du piano, je vais devenir meilleur au piano. Si tu me dis, OK, pratique du piano 5 fois semaine, puis pratique-le 2 fois semaine, lequel que tu vas apprendre mieux, ben 5 fois semaine. Mais ce qui arrive, c'est que les patrons neurales versus les adaptations physiologiques, c'est pas la même affaire. Fait que si tu peux pas comparer des pommes et des bananes, ouais, comme des pommes et des patates, t'sais. C'est un peu différent. Fait qu'on est mêlé souvent par rapport à ça. Fait que je vous dirais, c'est les deux écoles de pensée. Fait que 5 fois semaine, 6 fois semaine, beaucoup de volume, des bro splits, on fait des sets, des sets, des sets. Je veux chase the pump, là, je veux me sentir comme swollen, puis c'est ça mon objectif. Puis t'as l'autre école de pensée qui s'entraîne un peu moins, qui pousse à l'intensité, puis qui ont des résultats. Le problème à ça, c'est qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Les avantages de l'entraînement en volume, c'est que si tu es un débutant ou un intermédiaire, souvent, tu n'as pas une bonne capacité à recruter tes autres unités motrices parce que vous avez comme des petits noyaux qui sont, mettons, connectés sur des fibres musculaires, puis vous voulez parler à ces petits noyaux-là pour qu'ils parlent à votre fibre musculaire pour qu'ils lui disent, exemple, grossi. Il faut qu'il y ait comme l'information qu'on se rend. On appelle ça les cellules satellites. Fait que c'est ça. Puis qu'est-ce qui arrive que quand vous êtes un débutant, ben souvent vous n'avez pas vraiment réveillé ces unités motrices-là, sont plus dormantes, fait que vous avez besoin quand même de faire beaucoup de volume pour essayer d'aller taper un petit peu ces fibres-là et souvent vos contractions ne sont pas belles. Tu sais, vous faites un exercice, mais vous avez de la misère à vraiment bien l'isoler parce que vous êtes débutant. Le patron moteur, comme le piano, ce que j'expliquais, il n'est pas encore enregistré. Fait que le fait de faire du volume en débutant peut vous aider à comme, OK, c'est de même qu'on fait le mouvement. OK, fait que là, vous commencez à avoir des répétitions efficientes. Quand je vois des débutants dans un gym s'entraîner, souvent ils vont faire un bench press, 8 répétitions. Les 2-3 premières reps sont laides, sont comme croche un peu. Les 2-3 reps après sont belles, puis après les 2-3 dernières sont chum light, puis là, ils compassent avec son épaule, puis c'est un peu fait tout croche. Fait que sur 8-10 répétitions, il y en a peut-être 2-3 de belles. Fait que il faut que tu rendes du volume parce que tu sais inévitablement qu'il va faire des erreurs puis qu'il va s'entraîner tout croche. Puis je dis ça sans prétention puis sans jugement, mais c'est it is what it is. Fait que ça, c'est pour le volume. Par contre, ce qui se passe, c'est que l'intensité est un peu plus important parce que si vous recrutez jamais vos autres unités motrices avec des charges qui sont assez lourdes, vous allez avoir de la misère à parler à vos fibres rapides, puis c'est ces fibres-là qui ont un gros potentiel hypertrophique. Fait que c'est pour ça, des fois, que les cheveux me dressent sur la tête quand je vois des programmes faits par peu importe qui, puis c'est comme des entraînements. OK, tu vas faire 100 lunge, 100 squat, 100 hip thrust, tu sais, des genres de influencers fitness sur Instagram ou TikTok. Puis je suis comme, non, mais c'est la pire perte de temps. Premièrement, tu ne feras pas tes unités motrices à haut seuil de recrutement parce que c'est juste pas assez lourd. Si tu frappes, c'est à la fin, si tu es capable de te rendre à l'échec, mais tu deviens brûlé avant de te rendre à l'échec. Deuxième des choses, tu vas créer tellement de dommages musculaires que le lendemain, tu ne seras pas capable de marcher, fait que tu vas perdre du muscle au lieu d'en prendre. Puis troisième des choses, c'est la meilleure façon d'écœurer quelqu'un. Il y a une influenceuse que je n'aimerais pas parce que vous le savez, je nomme jamais personne parce que par respect, puis je sais pas non plus je dis pas non plus je nomme pas personne, mais j'essaie que vous sachiez de qui je parle. Je suis pas là-dedans. Puis justement, cette semaine, j'ai eu un épisode avec en fait, je pensais que c'était un kinésiologue, mais on m'a écrit pour me dire que c'était simplement un entraîneur. C'est le propriétaire d'un centre d'entraînement fonctionnel à Montréal. Puis, tu sais, dans un de mes derniers podcasts, là, peut-être écouté, là, on parlait de perte de poids. Puis, moi, j'ai comme glissé la phrase de genre, j'ai décidé de faire un gym
classique parce que je sais à quel point un gym classique peut mieux aider un débutant, un intermédiaire ou un avancé à atteindre ses résultats versus, exemple, un entraînement cross-training. Pas que le cross-training, c'est pas bon, simplement que c'est pour moi, je vois ça, mettons CrossFit, tout ça, je vois ça comme un sport avec différentes habiletés, haltérophilie, gymnastique, tout ça, combiné ensemble. Et par expérience, ça fait quand même 20 ans, 21 ans bientôt que je suis dans le milieu. Je trouve pas que c'est la façon la plus rapide d'atteindre son objectif. Ça répond à certains individus, ça répond à un besoin, souvent d'un entraînement à haute intensité qui combine différentes disciplines, l'aspect de groupe, de communauté. I get it, OK? Mais c'est comme, pour moi, un centre de CrossFit, je vois ça comme un centre d'escalade, comme un centre de... C'est vraiment quelque chose qui est très... oui, niche, puis essaie d'aller chercher du mainstream, which is very fine, mais c'est quand même plus niche que, mettons, un entraînement qui est un peu plus des machines, puis là, tu fais de quoi de spécifique. Simplement ça que j'avais dit. Et lui a décidé de prendre cet extrait-là et de me rent en story Instagram en me taguant, tu sais. Puis là, j'étais comme, bah, c'est de bonne guerre, tu sais, lui, il pousse son centre, je pousse mes convictions, which is very fine, pas de problème avec ça, c'est un grand garçon, le gars, entre 30 ans, je suis un grand garçon, parfait. Et par la suite, il est allé mettre une étude, parce que je parlais de la course à pied dans un autre podcast, et j'expliquais dans ce podcast-là que quand vous voulez être bon dans quelque chose, vous devez, ben mon dernier podcast en fait, vous voulez focuser là-dessus. Fait que j'expliquais, tu vas être un bon coureur, focus sur devenir excellent à la course. Focus pas à devenir un bon culturiste, un bon alpiniste, un bon whatever les autres disciplines. Tu vas être excellent dans quelque chose, il faut que tu mettes corps et âme là-dedans, de par l'entraînement, de par la course, de par tout ça pour devenir excellent. Oui, il y a des gens qui vont être capables d'être une vedette de hockey puis une vedette de baseball, mais c'est 1 sur 1 million. Là, c'est très rare. Chez la majorité d'entre nous, on n'est pas des athlètes nés. Fait qu'il faut focuser sur quelque chose. Puis lui a repris l'extrait où est-ce que... Excusez-moi, j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait chaud avec ces lumières-là. Puis des enfants qui courent avec des chiens. Bref. Il a pris l'extrait où est-ce que je disais, si tu veux être bon en course, il faut que tu focuses là-dessus. Puis il a coupé l'extrait, puis il a dit non, c'est faux. Il a mis une étude comme quoi que l'entraînement en musculation aidait à être un meilleur coureur. Fait que là, moi, je vois la story sur Instagram, puis je lis toute l'étude, là, le abstract, puis c'est long à lire des fois des études. Je prends une demi-heure, je lis ça, puis là, je fais OK, mais c'est exactement ce que je dis dans le podcast. Je suis pas en train de dire que si tu veux faire de la course, fais rien d'autre que de la course, fais pas de musculation. Ben non, la preuve, on a sorti un programme de course. Si vous voulez vous le procurer, sur fdfitness.ca, je pense qu'il y a genre 50 pages. Là. On a mis du stock. Il y a des plans à la maison, au gym, pour le renforcement, un plan de course avec la progression de performance. J'ai mis des tips nutritionnels, des tips de suppléments, puis c'est comme en bas de 50$. C'est vraiment un gros cahier. Fait que si vous êtes quelqu'un qui aime la course, l'endurance, allez l'acheter tout de suite. Mais c'est ça. Fait que c'est ça que j'ai vraiment pas aimé. Puis j'en ai juste parlé un peu en story. Tu sais, j'étais comme. Je l'ai pas nommé parce que même si lui l'avait fait, puisqu'on a tellement de monde en commun parce que c'est comme un autre professionnel de la santé. Puis quand j'ai parlé en privé, tu sais, j'ai dit écoute, prochaine fois, écris-moi en privé. Puis on va débattre de nos trucs, ça va me faire vraiment full plaisir. Là. Moi, je me considère comme un kinésiologue, un spécialiste de la remise en forme, de la composition corporelle, de la physiologie de l'exercice et à mes heures de la nutrition. Fait que j'ai dit, écoute, on va se parler, tu sais, Puis il a dit, écoute, bro, si tu mets ça public, attends-toi de faire rant, puis nanana, nanana. Puis il dit, tu sais, t'as dit que le CrossFit c'était de la merde, puis tout. Puis je disais, hey, j'utilise jamais ces termes-là parce que justement, c'est très négatif, ce mot-là. Fait que bref, j'ai proposé de faire un podcast. J'ai dit, écoute, on peut faire un podcast unfiltered. Moi, je monte jamais mes podcasts. C'est comme c'est raw, c'est what you see is what you get. Puis on va avoir une discussion ouverte en tant que professionnel. Puis il a décliné l'offre. Fait que j'étais comme, ben écoute, c'est bonne guerre. Moi, j'ai dit, écoute, j'ai tourné la page. Puis il a dit, sans rancune, même chose de mon côté, bonne soirée. Je fais parfait. Et le lendemain, il a refait une autre story pour dire qu'un influenceur entraîneur, je déteste ce terme-là, mais bref, qu'un influenceur-entraîneur disait que dans les cours de groupe, ça ne peut pas être du spécifique. Puis là, il avait mis le message d'une cliente qui lui disait « Ah, merci, tu as adapté mon entraînement de groupe à ma condition. » Pourquoi je parle de ça? Ben, je parle de ça parce que, là, ça ne prend pas avec l'hypertrophie, mais je trouve ça vraiment important à un moment donné. On est dans un monde où est-ce que plus on gagne en popularité, plus qu'il y a des gens qui veulent dig down un peu ce que vous faites. Et moi, j'ai pas de problème avec les discours, j'ai pas de problème avec les débats, tant que c'est fait dans le respect. Quand on se cache derrière un téléphone cellulaire pour venir call out des gens en utilisant ces genres de communautés, c'est là que j'ai un problème.
J'aime avoir des discussions ouvertes, pertinentes aussi. Puis j'aime quand ça reste au niveau des connaissances. J'aime aussi quand les critiques sont faites en toute connaissance de cause. Si quelqu'un me critique sur une phrase d'un podcast qui est sorti de son contexte, que je dis focus sur la course et n'oublie pas la musculation parce que tu as besoin de faire les deux pour être performant, puis qui prend juste focus sur la course en coupant ça puis en mettant une étude qu'il faut focuser sur la musculation, c'est là que ça me dérange. Fait que je vous dirais que c'est ça. C'était mon two cents, puis jamais je vais non plus mentionner quelqu'un. Fait que c'est bon que les débats restent dans un contexte professionnel. Et puis je vais prendre le temps dans le podcast de le dire parce que bon, la personne s'est directement attaquée à deux podcasts. Fait que je me suis dit pourquoi pas utiliser mon podcast comme tribune pour faire un retour puis boucler la boucle une fois pour toutes. Donc, c'est ça. Fait que, si vous avez des débats, si vous êtes un professionnel de la santé qui m'écoute, puis vous n'êtes pas en accord avec une théorie que j'avance ou quelque chose, ça me fait un immense plaisir de parler puis de discuter ouvertement. Puis je suis pas quelqu'un qui veut toujours avoir raison, loin de là. Sinon, je ne changerais pas mon thought par rapport aux études. Je serais boqué, mais en tout cas, je travaille à pas l'être, puis je pense que je ne le suis pas. Donc voilà, c'est juste ça que je trouve parfois un peu dommage. Puis, tu sais, j'ai pas de problème à discuter de la science, à discuter de la physiologie, j'ai pas à avoir des points de vue différents. Mais quand ça devient des attaques personnelles de genre un influenceur-entraîneur, quand moi je suis kinésiologue et que la personne a pas de titre, c'est là que ça me dérange. C'est là que ça me dérange, c'est là que je trouve pas ça fair, c'est là que les attaques personnelles deviennent non nécessaires. Puis je trouve que ça nous fait juste déconnecter du besoin primaire qui est d'aider les gens à mieux comprendre la physiologie, mieux comprendre la science pour s'aider à progresser comme humain dans ce merveilleux monde, parce qu'on n'en a pas pour longtemps. Fait que pourquoi pas s'aider les uns les autres. Je ferme la parenthèse. Donc, je reviens au début. Si vous suivez le plan d'une influenceuse qui vous dit fait 100 squats, 100 thrusters, 100, vous allez perdre du muscle au lieu d'en gagner. Donc, ça ne vous aidera pas. Puis, ça ne va pas non plus vous aider dans votre perte de gras parce que vous avez tellement créé de pathways inflammatoires qu'à la limite, ça va juste vous nuire dans ce que vous décidez de faire. Donc, voilà. Revenons à nos moutons. Si vous voulez prendre du muscle, vous avez besoin de quoi? Mettre un stress mécanique sur le corps et manger, tout ça. Fait que là, vous allez me dire, OK, Félix, mais de quelle façon je dois m'entraîner? Ben, écoutez, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, mais si vous êtes un débutant ou un intermédiaire, faire un peu plus de volume, habituer votre corps à faire des mouvements, bien les acquérir, ça peut être intéressant. Mais passer 3, 4, 5, 6 mois, peut-être un an que vous faites ça, c'est temps de switcher vers d'autres choses. Moi, je vous conseille d'aller switcher vers un entraînement qui est plus haut en intensité et plus bas en volume parce que vous voulez toujours une chose, vous voulez aller recruter vos fameuses unités motrices à haut seuil de recrutement. Des fibres rapides, parce que c'est ces fibres-là qui ont un gros potentiel hypertrophique. Il y a des gens qui vont... non, je ne vais pas vous mêler, je n'irai pas là. On va rester à nos moutons. Fait que c'est ça qui est important au niveau des fibres. La meilleure façon de frapper ces unités motrices-là, c'est de deux façons. Un, vous rendre à l'échec musculaire, ou deux, prendre très, très lourd. Dans mon école de pensée, j'aime mieux que les gens commencent à prendre, dis-je, des charges qui sont plus lourdes parce que se rendre à l'échec, c'est difficile pour certaines personnes et la perception de l'effort est différente de chaque individu. Parce qu'on a en périphérie des fibres, on a quelque chose qui s'appelle des nocicepteurs de douleur. Les nocicepteurs de douleur, c'est des nocicepteurs qui réagissent à quelque chose. Vous avez des nocicepteurs de douleur à la chaleur, au froid. Donc, quand vous brûlez, les nocicepteurs de douleur de la chaleur sont énervés. Si vous avez très froid, c'est énervé. Fait qu'il y a des nocicepteurs en périphérie de la peau, dans le derme. Et il y a la même chose en périphérie des fibres musculaires. Fait que quand vous créez, exemple, beaucoup de lactate ou il y a un gros stress qui est mis, bien, vous allez réveiller en périphérie des nocicepteurs de douleur qui vont être énervés puis qui vont vous dire « Félix, arrête le mouvement, je vais me blesser ». Mais tout le monde n'a pas la même tolérance à ces nocicepteurs de douleur-là. Puis il y avait même une étude qui avait été amenée par un scientifique il y a de ça très longtemps qui disait que souvent les Olympiens ou les gens qui performent très bien dans leur sport ils ont une anomalie génétique avec moins de nocicepteurs de douleur. Fait que leur tolérance à la douleur stimulée par l'ATP, fait que l'activité physique est moindre que quelqu'un d'autre. Fait que ça l'expliquerait pourquoi des gens qui sont plus tolérants à la douleur créée par l'activité physique versus d'autres. Fait que c'est pas juste parce que tu n'as pas de willpower. Ça peut être d'autres choses que ça, puis ça peut être génétique. Tandis que quand vous prenez une charge lourde, inévitablement, elle est lourde. Fait que tout de suite, c'est pas vos petites fibres d'endurance qui vont embarquer. Ils peuvent pas embarquer, ils sont pas assez fortes. Une fibre
une slow twitch muscles, là, une fibre endurante, qui est majoritairement une fibre oxydative avec beaucoup de mitochondries, donc très intéressante pour des sports d'endurance, va être très très bonne en bas de 30% de votre répétition maximale. Fait que si vous entraînez, la charge est en haut de 30%, les slow twitch n'embarquent pas vraiment. Ils peuvent pas, ils ne sont pas assez fortes, ils ne sont pas assez denses, ils ne sont pas là pour ça. Eux autres, c'est des fibres d'endurance. Fait que c'est les fibres rapides. Fait que si vous prenez une charge qui est assez lourde, bien inévitablement, les fibres rapides vont être sollicitées. Okay? Fait que les unités motrices à haut seuil de recrutement vont comme être réveillées. Par contre, la perception de la lourdeur, pour quelqu'un, faire 10 répétitions, ça peut être lourd, mais pour moi, être très lourd, c'est 4 répétitions. Fait que vous voyez que la différence est quand même notoire. Fait que moi, j'aime dire aux gens de rester entre 5 et 8 répétitions maximales. Fait que si vous prenez assez lourd, ça vous assure de recruter les autres unités motrices. Par contre, la façon de les recruter de façon obligatoire, c'est de prendre lourd et de vous rendre à l'échec musculaire. Okay. Quand vous rendrez à l'échec musculaire, c'est que le muscle est plus capable de faire une contraction concentrique volontaire. Et en faisant ça, bien, ça veut dire que vous avez vraiment, vraiment puisé les unités motrices sur le moment que vous avez été capable de recruter. Par la suite, il va y avoir une adaptation neurale, le muscle va s'adapter, ça veut dire que le stress mécanique va être bon et il va y avoir de l'hypertrophie qui va occurrer de ça. Vous n'êtes pas obligé d'avoir vraiment beaucoup de volume. Une fois que le mécanisme hypertrophique est enclenché, une fois que les signaux sont faits, que les bonnes fibres ont été innervées par les unités motrices, la job est faite. Vous pouvez juste sit back and enjoy puis attendre en mangeant la protéine, en buvant de l'eau, en ayant suffisamment d'énergie, que ce soit sur votre corps ou que vous consommez, pour rebâtir en fait, croître votre tissu musculaire. Pas rebâtir, excusez-moi, je fais une erreur. Croître ce tissu musculaire-là. Aussi, ce qui se passe, c'est que vous allez créer du dommage musculaire à cause de la lourdeur, mais n'oubliez pas, le dommage musculaire est fait beaucoup plus par répétition. Fait que si vous en faites, là, vous allez créer beaucoup trop de dommages musculaires et là, ça peut avoir un impact négatif sur votre hypertrophie. Pourquoi? Si vous décidez de dire, mettons, moi, je veux que mes fesses grossissent, Félix m'a dit qu'il fallait que je fasse entre 12 et 15 séries par semaine pour grossir mes fesses. Je l'ai fait 3 fois par semaine. Je fais 4 séries le lundi de fessier sur 2 exercices différents, 4 séries le mercredi, puis 4 séries le vendredi. Fait que ça me donne 16-7 total. J'ai une journée de break entre, blabla. Ben, ce qui se passe, c'est que si vous y allez comme ça, puis vous vous rendez à l'échec musculaire à chaque fois, ça se peut que vous créez trop de dommages musculaires. Fait que 24 heures ne sera pas assez pour récupérer. Fait que vous êtes mieux de vous rendre à l'échec musculaire possiblement sur une seule des séries de vos 2 séries. Ça se peut aussi que vous ayez à faire moins de séries. Peut-être que 16, c'est trop. Plus que vous êtes avancé, plus vous avez une tolérance au volume quand même. Vous êtes capable d'en prendre un peu plus et mieux le gérer. Fait que c'est un petit peu ça. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre, que les moments que vous ne vous entraînez pas sont aussi importants que les moments que vous vous entraînez. Puis dans notre idéal populaire, c'est pas ça qu'on pense. Voilà. Fait que, ceci étant dit, vous voyez que ça peut être important de travailler de cette façon-là. Le problème, l'inconvénient, c'est que quand vous travaillez de façon en haute intensité, vous avez à prendre des longs temps de repos. Le système nerveux, c'est long à récupérer. Fait que si vous prenez un break en 2 séries de, mettons, 6-7 répétitions, puis vous prenez 30 secondes, 60 secondes, 90 secondes de break, c'est pas assez. Parce que si vous prenez 1 minute de... Mettons que vous le faites un leg extension. Mettons, je vais prendre un exemple. Hier, j'ai fait des jambes. Moi, hier. Non, avant hier. Et je prenais le leg extension. Puis sur mon leg extension, mon warm-up set était à 230 livres. Puis je suis quand même fort là, du vaste médial. Et mettons, je suis allé... Ma charge, c'était 245 livres, OK? Fait que j'ai réussi à monter, mettons, la dernière fois, c'était 240 à 245 livres. Fait que j'ai monté de 5 livres de mon dernier workout de la semaine passée. Mais l'affaire, c'est que si je prenais seulement 60 secondes, j'aurais été jamais capable de faire 2 sets. Mais le fait que je prenais 3 minutes de break, j'ai été capable, mon système nerveux a récupéré à 100%, mon muscle, j'ai été capable de faire 2 séries. Fait que est-ce que ça vaut la peine de rajouter 1 minute 30 d'attente pour lever une charge qui est quote-unquote, peut-être 3-4% plus lourde, ou vous êtes mieux de couper du temps pour avoir une charge qui est 3-4% moins lourde? Quand vous savez que la tension qui est mise sur le muscle, le stress mécanique, c'est the name of the game. Mais là, vous voyez, ça fait du sens. Fait que les temps de repos sont super importants. Le problème, c'est que le programme peut être hyper long. C'est pour ça qu'on veut des programmes qui sont plus courts sur papier, mais de la même longueur en réalité, et vous voulez avoir de la fréquence. Fait que, tu sais, pour moi, mettons, je fais mon quadriceps, je fais 4 séries, puis je suis gazé raide, là, parce que c'est 4
séries vraiment rough. 2 exercices. Je peux faire, mettons, un low feet leg press pour mon adducteur pour mon quad, puis je peux faire un leg extension. That's it, ma cuisse est faite. Mais je fais des cuisses peut-être 2 fois dans ma semaine. Fait que je les répète aux 4 à 5 jours. Fait que, mais tu sais, je suis gazé raide parce que chaque série, je la défonce for real. Fait que c'est pour ça qu'il y a des gens, malheureusement, qui font des séries. Puis moi, j'appelle ça du junk volume. C'est du volume, mais c'est comme c'est junk, là. Ça sert à rien. Ça fait juste vous blesser, mais ça vous donne pas plus de résultats. Puis quand je me prends encore là au gym ou sur les réseaux sociaux, j'en vois plein de monde qui font du junk volume. Puis je trouve ça dommage parce que je commence à tu perds ton temps. T'en fais trop, tu pourrais être chez vous à récupérer. Fait que c'est pas la meilleure des choses. J'ai beaucoup de lifters intermédiaires avancés. Ce qui va être difficile dans une approche de haute intensité, c'est de lâcher le gaz. Parce que quand vous faites de l'entraînement, vous allez stimuler aussi des endorphines et ça va avoir un impact sur votre sérotonine. Et le problème de ça, c'est que quand vous vous sentez bien, ben vous aimez le gym. Le gym, pour vous, c'est comme une drogue. Puis j'en fais partie. Moi, des journées que je m'entraîne pas, aujourd'hui, je m'entraînais pas. C'est pour ça que je suis habillé normalement, avec un chandail gris, des petits pantalons comme ça. Mais je trouve que c'est des journées un peu plus plates parce que j'aime m'entraîner, j'aime sentir mes muscles. Mais à un moment donné, c'est ton trade-off. Pourquoi tu t'entraînes? Est-ce que tu t'entraînes juste pour ta santé mentale ou tu t'entraînes pour avoir des résultats? Fait que c'est là que vous voyez comme plein de subtilités qu'il faut comprendre. T'sais. C'est pour ça qu'avec un client, c'est pour ça que vous pouvez comme faire un suivi en ligne ou quoi que ce soit, mais quand on rencontre un client en bureau, c'est toutes ces questions-là qu'on pose. T'sais. Si mon client me dit, moi, le Félix, là, si je suis un addict à l'entraînement, genre j'aime ça, ben probablement, je vais faire peut-être s'entraîner à tous les jours, mais je vais faire comme... je vais mettre vraiment pas beaucoup de volume, tu sais, fait qu'il y a tout ça. L'autre chose aussi, en hypertrophie, souvent on voit des programmes, mettons, chest dos, lundi, biceps, triceps, jambes, break, on recommence le cycle. C'est pas nécessairement mauvais, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous entraînez un muscle, plutôt vous faites une grosse journée, là, OK? Ben le lendemain, là, comme vous dites, je vous dis, le corps est en reconstruction à cause du dommage musculaire, il est en train de recréer la même fibre, puis de l'autre côté, il est en train de croître, puis d'avoir des résultats. Ben, le système, là, vu qu'il a reçu beaucoup de dommages musculaires, lui, il a shutdowné. Il dit comme, OK, la gang, Félix, hier, a fait un gros workout, il nous a blessé les jambes, on est blessé, on a eu de la tension mécanique, fait qu'on est en train de grossir la fibre, mais de l'autre bord, il nous a défoncé plein de fibres, fait qu'il faut qu'on les rebâtisse. Fait que je veux pas, aujourd'hui, là, s'il est fou de même puis il nous fait lever des grosses charges, je veux qu'on ait une boucle réflexe qui fait qu'on l'empêche de lever trop lourd parce que je veux pas qu'il continue à nous blesser comme ça parce qu'il crée juste du dommage puis ça va juste nous brûler le système. Fini. Bon, ça c'était comme un walkie-talkie de corps, OK? Fait que l'affaire, c'est que si vous faites un nastic de gros workout, le lendemain, vous allez, même si c'est des jambes puis vous faites du haut de corps, vous allez être moins performant si vous l'avez poussé de la bonne façon. Fait que c'est pour ça que dans un programme idéal, il y aurait une journée de break entre chaque jour d'entraînement. Ce qui se passe, c'est que si vous êtes un passionné comme moi, faire lundi, mercredi, vendredi, dimanche, mardi, hein, c'est fatigant. Moi, je trouve que c'est pas beaucoup de volume et j'aime trop l'entraînement. Fait que je trouve que le best of both worlds en hypertrophie pour un intermédiaire avancé, c'est 2 journées que tu t'entraînes, une journée de break, une journée que tu t'entraînes, une journée de break, puis tu répètes ton cycle. C'est sûr que la deuxième journée que tu t'entraînes consécutive va toujours être moins performante légèrement, mais si tu en es conscient, tu ne te poseras pas 42 millions de questions. T'sais. Une autre chose en hypertrophie, c'est important d'écrire vos charges. Si vous m'écoutez, vous savez à quel point le name of the game, c'est la surcharge progressive. Puis là, il y a toujours un gars qui m'écrit, mais pas toujours le même, mais toujours un. Là, je vous target beaucoup les gars, mais je vous aime d'amour. Là. Même que j'aimerais ça qu'on ait plus d'hommes qui viennent nous voir chez FD. T'sais. On a vraiment un ratio plus haut en filles. Puis on aime ça. C'est une spécialité aussi que j'ai développée à travers les dernières années, mais je suis pas pire avec les gars. Je suis quand même un gars, fait que je connais un peu. Je connais 2-3 choses par rapport à l'entraînement masculin et aux hormones. Ferme la parenthèse. Souvent, il y a un gars qui va m'écrire « Ouais, mais Félix, si je suis ta théorie, je pourrais faire du bench press à 500 livres ou 1000 livres, si je remonte tout le temps ma surcharge progressive puis je récupère comme il faut. » Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous des facteurs limitants. Vous voyez, là, mes clavicules, j'ai pas des clavicules qui sont très larges. Il y a des gars qui ont des grosses clavicules, je suis pas très grand. On parle de, mettons, 5 pieds 8 si je me mets droit. Là. Fait que ce qui se passe, c'est que ma structure, ma densité osseuse, mes tendons, ma force tendineuse va être limitée par
ma corpulence, ok? Je prends un powerlifter qui a les os gros quasiment comme mon biceps, c'est sûr que lui, sa capacité, ses bras de levier sont vraiment plus forts que les miens. Fait que même si je m'entraîne de cette façon-là, même si tu t'entraînes en surcharge progressive, à un moment donné, tu vas atteindre ton potentiel génétique. Puis dans l'exercice donné, mettons, on va prendre le bench press. Cet exercice-là, mettons, flat bench press, comme ça, à un moment donné, même si à un moment donné, tu vas avoir frappé le maximum d'unités motrices pour ce mouvement-là en particulier, puis tu vas atteindre un plateau. OK? Si c'est pas parce que exemple, ta courbe des rotateurs est pas assez forte, c'est pas parce que ta latte stabilise mal ta barre, mettons que tu es un lifter très en santé parce que tu as des plans bien faits, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, simplement, tu ne pourras plus monter à cause de ta morphologie. Puis c'est là que c'est important de changer d'exercice. C'est d'amener des petites variantes. Incliner ton banc à 30 degrés, faire un guillotine bench press, tomber vers du dumbbell press. C'est là que la beauté de l'entraînement est là. Parce que la journée que vous allez être capable de maxer tous les mouvements possibles en entraînement musculation, ben vous allez avoir atteint votre finalité. Là, mais tu sais, c'est pas ça. C'est pour ça que dans le nouveau gym, j'ai quand même été chercher beaucoup de machines. Je pense une vingtaine environ. Parce que les machines vont vous permettre de comprendre bien votre surcharge progressive, mais on a beaucoup de poids libres, de 5 livres à 130 livres, je pense, pour être capable aussi de progresser à ce niveau-là. Fait que c'est ça qui est important. Fait que si vous voyez, par exemple, vous voulez faire entre 5 et 7 répétitions, puis là, vous montez, puis à un moment donné, là, vos charges ne montent plus, vos répétitions montent mieux, vous n'êtes plus capable de faire une rep de plus, vous n'êtes plus capable de monter les charges, ça fait des semaines, c'est que vous avez tap out votre exercice, c'est fini. Si c'est maintenant votre exercice chouchou, là, puis je ne sais pas, vous faites des compétitions de bench press avec vos amis, mais que votre bench est en deuxième dans votre journée. Mais peut-être la seule dernière alternative, ce serait de le mettre en premier parce que plus qu'un exercice est fait en début de séance, plus que vos unités motrices à haut seuil de recrutement sont faciles à aller stimuler. Fait que vous voulez toujours y aller de cette façon-là. Plus que mettons, c'est inversement proportionnel. Quand vous commencez votre workout, vous êtes comme hyper anabolique, puis plus ça va, plus ça diminue. Pas à cause que le cortisol augmente, puis tout ça. Simplement à cause que la capacité neurale à recruter les bonnes unités motrices diminue. Mais par contre, si, par exemple, vous faites vos pectoraux, après vous faites, n'importe quoi, là, faites vos cuisses, après vous faites vos épaules, la première série de chaque nouveau groupe musculaire par séance va bénéficier d'un meilleur recrutement d'unités motrices parce que le muscle n'a pas été touché. Mais exemple que vous faites vos cuisses en troisième dans votre journée, vous commencez avec vos pecs, après vous faites vos épaules, après vous faites vos cuisses, même si c'est la première série de cuisses, de quadriceps, vous allez quand même recruter légèrement moins d'unités motrices simplement à cause qu'il est rendu en troisième position dans votre échelle. C'est pour ça que si vous faites des full body, toujours commencer par les groupes musculaires sur lesquels vous voulez mettre l'emphase, c'est très important. Voilà. Une autre chose aussi, c'est la stabilité. Juste prendre une petite gorgée. La stabilité. Vous voulez être stable. Il y a mon collègue Jacob Hamel, si m'écoute, salut Jacob. J'ai pris ça de lui, il disait souvent, tu peux pas tirer du canon dans un canot. Dans le sens que tu peux pas, je sais pas si c'est lui qui l'a créé, mais je trouve ça brillant. Tu peux pas avoir un canon qui est dans un canot puis tirer avec parce que le canot va exploser. Fait que quand vous voulez prendre la masse musculaire, vous voulez être dans un environnement et vous voulez être dans un contexte hyper stable. Est-ce que le deadlift, c'est le meilleur exercice pour prendre la masse musculaire? Pas du tout. Est-ce que, je sais pas, le bent over barbell row, c'est le meilleur exercice pour prendre la masse musculaire? Pas du tout. Des exercices où la stabilité n'est pas à son paroxysme, c'est jamais des bons exercices pour prendre la masse. C'est des bons exercices pour développer la musculature du corps de façon générale, mais pas pour venir grossir un muscle en particulier parce que vous n'avez pas assez de points d'appui. J'ai fait... Parfois, dans mon horaire très chargé, j'ai encore des clients, pas beaucoup, mais j'en ai encore quelques-uns. Puis j'entraîne Alexandre Pelletier. Puis on s'entend super bien. Puis bon, on a continué à se voir de façon sporadique pour ses workouts. Puis elle a mis une vidéo, il faut aller voir sur mon compte Instagram, où est-ce qu'elle faisait des mid-pulley glute kickback.
Puis à la fin, comme tu vois qu'elle bougeait un peu son bassin, puis tout ça. Puis il y a une fille qui a écrit: Ah, mais là, pourquoi ton coach te corrige pas? Ton bassin, il est pas très stable. Blablabla. Puis j'ai répondu à la personne, j'ai dit, tu sais, dans des exercices parce qu'on n'a pas beaucoup de points d'appui, comme un glute kickback, tu sais, elle peut juste s'appuyer comme en avant sur l'espèce de barreau de la poulie, puis il y a le sol, il manque de points d'appui de stabilité, fait que c'est très difficile de regarder une hyper bonne stabilité, fait que veux pas, c'est pas le meilleur exercice d'hypertrophie pour le fessier, mais il reste quand même intéressant, fait que c'est correct que ça bouge un tout petit peu, parce qu'un glute kickback, les risques de blessure sont, écoute, sont microscopiques, mais manque de stabilité en deadlift, comme beaucoup de gens ont, là, ça peut devenir problématique. Puis le problème avec le deadlift, c'est qu'à un moment donné, ça met toute la chaîne postérieure sous tension, mais c'est quand même des mouvements qui sont spécifiques. Puis j'avais la discussion avec un kinésiologue qui, justement, qui m'avait call out ses réseaux, puis il me disait, je disais juste que le deadlift, à mon sens, c'était pas le meilleur exercice pour la longévité et pour l'hypertrophie. Puis il me disait, c'est à cause des commentaires comme toi que les gens ne veulent pas faire du deadlift quand c'est un exercice, quand il est bien exécuté, qui est très sécuritaire. J'étais comme, absolument, c'est très sécuritaire quand c'est bien exécuté, mais l'humain étant l'humain, promène-toi dans ton gym, regarde combien de gens ont une exécution parfaite. Quite few, right? Fait que c'est ça, à un moment donné, il faut comprendre, il faut sortir des livres, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Ken qui m'écoutent, puis beaucoup de futurs entraîneurs, puis d'entraîneurs, puis d'université. À un moment donné, il faut sortir son nez du livre, parce que quand, je prends une analogie, je dis toujours, quand tu as le nez collé sur l'arbre, tu vois pas la forêt qui t'entoure. Ben, quand tu as le nez collé sur ton livre de physiologie, tu vois pas la réalité autour de toi. Puis malheureusement, après 24 années dans des gyms, la réalité, c'est que j'ai rarement vu des gens faire des beaux deadlifts. Puis moi, je traite en physiothérapie aux 2 semaines avec Catherine, excellente physiothérapeute si vous cherchez une bonne thérapeute. Puis tu sais, elle me parle souvent de les gens qui se blessent, puis c'est toujours des exercices classiques, le deadlift, des squats, des choses mal exécutées, tout ça. Puis c'est pas mal exécuté parce que les gens sont pas bons. C'est parce que ça demande énormément de contrôle. Puis à un moment donné, quand tu es rendu à lever des charges comme 500, 600, 700 livres, peut-être pas 700, c'est rare, mais puis t'as pas de belt ou quoi que ce soit, il faut que tu sois fort en tabarouette de muscles stabilisateurs. Puis à un moment donné, on a tous biomécaniquement des forces. T'as-tu des longs bras, t'as-tu des courts bras, t'as-tu des longues jambes, des courtes jambes, t'es-tu en rétroversion du bassin, antéversion, il y a beaucoup de choses à regarder. Puis je trouve que c'est des fois trop complexe pour simplement prendre la masse musculaire. Parce que la classique personne qui vient me voir, le gars, il vient me voir, il me dit Félix, je vais avoir le plus de muscles possible sur le corps, être le moins fat possible, puis être capable de jouer avec mes kids, puis être capable de courir 2-3 km sans être trop essoufflé. Ça, c'est le classique. La fille qui vient me voir, c'est comme écoute, Félix, je viens d'avoir un kid, je vais me remettre en shape, je vais avoir la meilleure shape de ma vie, je vais avoir plus de fesses, des petites épaules découpées, un dos cut, être droite comme une barre, puis puis me sentir bien quand je mets des jeans. Là, puis même si je mange un repas triche, j'ai pas besoin de détacher un bouton parce que je suis déjà en bonne shape. Ça, c'est ma clientèle, OK? Longévité et apparence corporelle et performance. Ben, la réalité, c'est que j'ai-tu vraiment besoin de leur faire du deadlift? Ben non, zéro, là, ça va pas être plus fonctionnel ou quoi que ce soit, là. Fait que c'est un petit peu ma façon de voir les choses. Fait que c'est pour ça que dans des machines, c'est pour ça que j'ai été chercher quand même beaucoup de machines pour mon gym, même si ça prend beaucoup de place, puis c'est beaucoup plus cher, parce que dans des machines, vous avez une stabilité hors pair. Vous êtes archi stable. Donc, c'est beaucoup plus facile de générer de la force dans une surface qui est méga, méga stable. C'est ça la réalité. En ce moment, je fais. Puis c'est pas que si t'es fort sur une machine, t'es pas réellement fort. Non, c'est que tu fais de l'isolation. Puis tu sais, c'est drôle, les gens sont comme ouais, mais tu sais, des poids libres, c'est plus fonctionnel, ça ressemble plus à la vie de tous les jours. Je suis d'accord, il faut toujours avoir un ratio de poids libre. Tu peux avoir un 20-30% de poids libre pour certains mouvements, il n'y a pas de problème. Là. Mais la réalité, c'est que si tu fais un overhead press comme ça, puis là, je vais me prendre comme exemple, mettons, il y a une machine au gym où est-ce que je m'entraîne en attendant que mon gym soit bâti au gymnase. Puis c'est juste un bras de levier. Fait que c'est juste une genre de poulie. Puis tu mets des charges dessus, puis tu fais juste lever. Puis écoute, je pense que j'ai 40, j'ai 4 rondelles de 45 livres de chaque côté, plus 15 livres. Fait que vous êtes peut-être meilleur que moi, 180. Fait que c'est peut-être 200 livres au-dessus de ma tête comme ça par bras. Fait que c'est 400 livres au-dessus de ma tête. La réalité, c'est que j'ai pas la force du corps, j'ai pas le cou, j'ai pas le lombaire pour
être capable de garder au-dessus de ma tête 400 livres, tu comprends? Mais mon front mid-delt, puis un peu mon chest, on de ma clavicule, il est capable de prendre la tension. C'est juste que c'est tellement lourd que je ne pourrais pas le lever tout seul. Mais dans une machine où est-ce que ça met un angle vertical droit, ben là, je peux concentrer sur un muscle puis le faire. Est-ce que c'est facile? Non, j'ai fait ça hier c'était mon upper body, puis j'étais dévissé, mais jamais j'aurais été capable de lever ça au-dessus de ma tête. Tu sais, des dumbbells avec des poids libres, je vais peut-être prendre 90 livres, peut-être, par bras, mais je serais jamais capable de prendre 400 livres, voyons donc. Fait que c'est pour ça que des machines, ça a sa raison d'être aussi, tu sais, vous voyez, pour l'hypertrophie. Tu sais. Est-ce que lever 400 quelques livres sur une machine au-dessus de ma tête, est-ce que ça va me rendre meilleur dans la vie? Ben non. Ben non, ça va pas me rendre meilleur dans la vie, tu sais, mais reste que là, vous m'écoutez pour l'hypertrophie, donc je réponds à votre question. Fait que c'est ça pour l'hypertrophie, donc stabilité, c'est très important. Un autre point aussi à prendre en considération quand on fait de l'hypertrophie musculaire, c'est l'énergie. J'expliquais que, je vais prendre une petite gorgée. J'expliquais que l'énergie, vous avez besoin d'énergie pour bâtir la masse musculaire. Vous avez besoin d'eau, de protéines, vous avez besoin d'un stress qui est mis sur le muscle, qui sont le réglés, et vous avez besoin d'énergie. L'énergie peut venir de deux endroits. Exogène ou endogène. En français, exogène de l'extérieur, endogène de l'intérieur. Endogène, c'est vos cellules de graisse que vous avez autour de vous. Plus que vous êtes gras, plus que vous avez une capacité à prendre la masse musculaire, même si vous êtes en déficit calorique. Moins que vous êtes gras, moins vous avez une grande capacité à faire ça. Parce que votre corps garde du gras en dessous de votre peau comme réserve d'énergie pour plus tard. La journée qu'il va avoir besoin d'énergie, puis il n'y en aura pas en ce moment dans son côlon, dans son système digestif ou dans son sang, il va dégrader des triglycérides que vous avez, des acides gras, ils vont dégrader ça, transformer, mettre ça dans le sang, l'utiliser comme ressource énergie primaire pour faire vos exercices. Si vous êtes obèse ou en embonpoint, vous n'êtes pas obligé d'avoir un régime hyper haut en calories pour prendre du muscle. Parce que votre corps est déjà plein d'énergie. Il va pouvoir utiliser cette énergie-là pour bâtir du muscle. C'est ce qu'on appelle une recomposition corporelle. Par contre, si vous êtes assez lean, puis là je parle les gars, les filles, là, c'est non-genré cette approche-là, ben malheureusement, vous n'avez pas assez d'énergie sur le corps pour faire ça. Vous n'avez peut-être pas assez de gras parce que c'est génétique. Là, je vais prendre une fille. Une fille... le bon body fat d'une femme peut être 19-20%, comme ça peut être 12-13%. C'est vraiment propre au nombre d'adipocytes qu'elle a sur le corps, à quel point ils sont pleins et à sa capacité à avoir une bonne flexibilité métabolique. Les femmes ont une moins grande flexibilité métabolique à cause de leur dominance en fibres lentes, qui sont des fibres à potentiel beaucoup plus oxydatif. Donc, plus difficile pour une femme de faire une grosse recomposition corporelle comme un homme. C'est pour ça qu'on veut toujours qu'elle ait légèrement plus de calories que l'homme quand elle veut faire une recomposition corporelle, même si elle est en surplus de poids. Mais c'est quand même gars-filles, c'est la même affaire. Fait que tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes assez lean, que vous êtes dans un pourcentage de gras qui est santé, vous êtes. Puis c'est encore là, santé pour vrai, pas santé selon Instagram. Tu sais, j'ai mis une vidéo sur Instagram il y a, je sais pas, la semaine passée où est-ce que je montrais ma shape il y a comme 4 ans. Puis dans le temps que je me trouvais fat, puis écoute, j'ai revu les photos, j'avais été à genre 6%. Là, tu sais, j'avais des abdos creux, j'avais des veines, j'avais une face sock-up à l'intérieur. J'étais strié, on voyait toutes mes vastes sur ma cuisse, mais tu sais, c'est pas... Je suis pas faite pour me tenir à ce body fat-là, tu sais, c'était un combat tous les jours. Puis dans ma tête, j'étais gras. Dans ma tête, j'étais là, j'ai encore 5 sleeves à perdre pour vraiment... Mais tu sais, j'étais comme, are you fucking crazy, Félix? J'étais genre à... Je sais pas, je devais être à genre 175 livres, 174 livres. Puis aujourd'hui, j'étais à genre 194, 192. Puis je dois avoir quoi, peut-être 10 livres de gras de plus, 10-12 livres peut-être. Mais tu sais, la réalité, c'est que je laissais 10-12 livres, 15 livres de masse musculaire sur la table parce que je consommais pas assez d'énergie pour le type de workout que je faisais. Justement, je m'entraînais plus en volume. Fait que, comme vous comprenez, encore là, j'étais toujours plus en inflammation. Fait que je bâtissais pas comme il faut. Et l'autre problème aussi, c'est que j'avais pas assez d'énergie pour mes workouts. Je me regarde, j'avais la peau ses os quasiment. Là, on dirait que je m'en allais à une compétition culturiste. Fait que t'es pas anabolique dans ce temps-là. Puis je prends pas des drogues à pu finir avec plein de mélanges que je m'injecte partout. Fait que malheureusement, je peux pas compenser avec les aides ergogènes pour prendre du tissu musculaire. Il faut que ça soit relié à mon alimentation.
Fait que ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez bâtir du muscle, vous avez besoin d'avoir de l'énergie. Si vous êtes déjà assez lean, vous avez besoin d'avoir de l'énergie qui vient de l'extérieur. Si vous êtes déjà gras, c'est pas nécessaire. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est d'avoir suffisamment de protéines. La raison, c'est que les protéines, c'est ce qui va permettre à votre corps de bâtir. C'est les briques qui vont servir à bâtir votre masse musculaire. Et un autre hormone qui est très anabolique avec ça, c'est l'insuline. L'insuline IGF-1, Insulin Growth Factor, c'est un hormone qui prend on va le dire comme ça soit simple, il prend le sucre, puis boum, il l'envoie directement dans vos tissus, puis s'il y a des acides aminés, donc quote des protéines avec ça, bing, c'est comme vos workers, c'est comme l'espèce de rivière où est-ce que le bateau avec les briques, parce que vous faites une pyramide, et là, ça fait pas de sens, ça en va pour être utilisé. Ou c'est, c'est l'autobus, l'insuline, c'est l'autobus, les workers dedans, c'est la protéine. Ah, c'est pas pire ça. Fait que vous avez besoin de manger des glucides pour être plus anabolique. C'est pour ça que les diètes carnivores, les diètes keto, ça peut fonctionner pour prendre du muscle, mais c'est vraiment pas idéal parce qu'imaginez que sur une diète cétogène, c'est comme si vous avez des workers qui marchent, là. Hey, on s'en va travailler. Puis là, vous avez des autobus scolaires, vroom, 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 de monde. Fait que ça va bien plus vite, c'est bien plus efficace, right? Fait que vous avez aussi besoin de ça. Puis le problème, c'est que quand vous êtes très gras, vous avez une moins bonne sensibilité à l'insuline parce qu'il y a des récepteurs qu'on appelle les GLUT4. C'est les récepteurs où est-ce que l'insuline rentre directement dans le tissu musculaire. Sont encrassés de graisse ou sont moins efficaces. Fait qu'imaginez que c'est comme si vous arrivez, puis là, vous arrivez pour... Les workers sont dans l'autobus, ils s'en viennent bâtir du muscle, puis là, ils arrivent, puis là, il y a genre plein de gates, c'est compliqué, fait qu'ils ont de la misère à rentrer, c'est un tout petit chemin, mais il y a 5 autobus qui arrivent en même temps, fait que ça, on appelle ça une résistance à l'insuline légère. Fait que vous voulez avoir une bonne capacité, que les autobus rentrent de la bonne façon, fait que qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, simplement, c'est de leur faire de la place, donc enlever du gras. Fait que si vous êtes très, très, très fat, rentrez bien de l'insuline avec, mangez bien des carbs post-workout, c'est les fameux bols de céréales avec des protéines. C'est peut-être pas l'idéal parce qu'ils vont avoir de la misère à rentrer. Les workers vont être comme, OK, on est motivé, on est dans l'autobus, mais là, l'autobus ne pourra jamais rentrer parce qu'il va y avoir du gras qui va bloquer. Les parkings, ça va être l'enfer. Fait qu'ils vont dire, you know what, l'autobus va faire comme fuck off, il va ouvrir, puis là, genre, tout le monde va retourner dans le gras en attendant. Fait que, parce qu'il faut qu'il y ait quelque part, les workers, ils peuvent pas juste être là à attendre. Fait qu'il faut qu'il y ait quelque part, fait qu'ils vont s'en aller dans le tissu un petit peu. Fait que c'est pas l'idéal. Fait que vous voyez un peu pourquoi c'est important d'avoir de l'énergie, mais ça dépend vraiment de votre composition. Fait que ça, c'est vraiment important aussi en hypertrophie de le comprendre de la bonne façon. Une autre chose aussi que vous devez prendre en considération, c'est vos fameuses hormones. OK? Une hormone qui est... OK. La récupération pour l'hypertrophie musculaire... Pardon. La récupération pour l'hypertrophie musculaire, c'est important, mais c'est pas... Puis là, j'en viens pas que je dis ça, là, mais c'est pas si important. Puis je m'explique. Dans le fond, pour bien bâtir du muscle, vous avez besoin d'eau, de protéines, d'énergie et d'un stress. Mais, puis vous avez besoin d'un break pour le temps de le faire. Mais que dans votre break, vous dormiez 5 heures ou 8 heures ou que ça va avoir un impact. Mais ça n'aura pas un impact aussi grand que votre entraîneur préféré vous le dit. Est-ce que le sommeil, c'est important? Oui, 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 c'est la chose la plus importante. J'en parle toujours. Je pense que j'ai 38 ans, puis je me considère quand même en bonne santé, puis je trouve que j'ai pas l'air si vieux que ça. Puis je pense que c'est relié à mes habitudes de vie depuis 10-15 ans, que je suis un gars qui se couche tôt, qui se lève tôt depuis longtemps, qui ne consomme pas d'alcool, ben le moins possible, puis whatever. Fait que je pense que c'est mes habitudes de vie qui m'aident aussi à vieillir peut-être plus en santé. Mais reste que dès que le mécanisme de reconstruction tissulaire et d'anabolisme est stimulé, il est stimulé. OK? Le reste, ça va juste vous aider un peu, mais c'est pas le name of the game. Le name of the game, c'est vraiment les 4 choses que je vous dis. Fait que même s'il y a une soirée, vous êtes comme, hey, j'ai juste dormi 6 heures, je viens de scraper mes gains. Ben non, tu vas peut-être perdre, tu vas peut-être être moins anabolique de genre 3%, mais c'est pas ça qui va faire la grosse différence. L'autre chose aussi, c'est les hormones. Beaucoup de gars focus testostérone, mais vous pouvez avoir une testostérone qui est basse puis une très bonne hypertrophie. Si vous avez des fibres rapides, si vous êtes dominant de fast twitch, en plus de ça, si vous avez des récepteurs androgéniques très puissants, en plus de ça, si vous jouez bien avec votre insuline, la testostérone, oui, c'est important. Ça fait partie de l'anabolisme, de la synthèse de protéines comme hormone, ça va aider, mais c'est pas
c'est pas tout. Puis c'est ça le problème souvent avec les gens qui connaissent un peu moins la physiologie ou quand tu lis des études, c'est que souvent les gens prennent une étude puis ils disent, mettons, OK, ben c'est ça, puis c'est tout. Tu sais, je peux te trouver une étude qui dit que le brocoli, c'est cancérigène. Je peux te trouver une étude qui dit que des études sur tout, mais tu sais, ce qui se passe, c'est que quand vous lisez quelque chose sur un aliment, il faut toujours regarder le positif et le négatif. Puis souvent, les pros carnivore diet sont comme ah non, dans les légumes, il y a telle chose qui crée tel mauvais pathway. Mais à la fin de la journée, il faut que tu regardes est-ce que tu as plus de bénéfices ou de négatifs à manger cet aliment-là. Puis c'est le même qu'on devrait regarder parce que je vous le dis, chaque chose que vous faites dans la vie, ben là, peut-être pas chaque chose, mais chaque entraînement ou nutrition va avoir du positif et du négatif. Fait qu'il faut juste que regarder votre net, est-ce que vous êtes dans le vert ou dans le rouge? Puis comme dirait Lane Norton, c'est comme des stocks. Des stocks à la bourse. Je ne sais pas si vous êtes à la bourse, mais des fois, vous avez comme un portefeuille. Mettons, on va y aller avec des jardins. OK? Mettons des jardins, vous avez des portefeuilles genre équilibrés, ci pis ça. Dans un portefeuille, vous avez plein d'actions différentes, plein de stock. Puis il y en a un mois, ils ont vraiment mal performé, genre dégueulasse, mais il y en a d'autres qui ont super bien été. Fait que le but, c'est qu'à la fin, t'étais-tu plus dans le vert ou t'étais plus dans le rouge? C'est ça qu'il faut que tu regardes. Tu peux pas être tout dans le vert, tu comprends? Fait que c'est ça qu'il faut que tu regardes. Tu sais, si quelqu'un dit ah ouais, mais non, moi j'aime pas ça parce qu'il y a tel stock, puis il a perdu 50% ce mois-ci, ouais, mais si les autres, ça a été bon. Fait que c'est toujours le net qu'il faut que tu regardes à la fin. À la fin de la journée, comme est-ce que tu es dans le vert ou tu es dans le rouge? Puis c'est la même chose en finance. C'est nous autres, quand, mettons, je sais pas, on fait une publicité pour FD, tu sais, en bout de ligne, mettons, ça nous coûte X, puis on se dit, OK, mais est-ce que ça nous a fait plus connaître par des gens qui se sont dit, ah ouais, crime, c'est sharp comme service? Oui, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on est dans le vert? Bien, on continue. Fait que c'est toujours ça qu'il faut que vous regardiez les avantages, les inconvénients, puis trouver un peu votre ballon à l'envers. Ça, c'est ça dans le vert, comme continuez. Si quelque chose vous amène plus de positif dans la vie que de négatif, continuez. Si ça vous amène plus de négatif que de positif, à ce moment-là, c'est là qu'il faudrait peut-être reconsidérer la chose. Fait que je vous dirais que c'est un peu ça qui me vient à l'esprit lorsque je parle d'hypertrophie musculaire. Je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est un sujet que j'adore. Peut-être je pourrais finir avec le point de la spécificité musculaire. On a tous des fibres rapides à des endroits différents. Il y a une prépondérance de fibres. Par exemple, dans le quadriceps, c'est majoritairement des fibres 50% rapides, 50% lentes. Fait qu'il y a des gens qui disaient ah, ben vu que tu as un mix de fibres lent et rapide, il faudrait que tu fasses plein de rep ranges. Des rep ranges, un éventail de répétitions basses, comme 4 à 6 pour aller chercher les fibres rapides, mais du 20 à 25, 30 reps, un peu comme Tom Platz, pour aller chercher tes fibres lentes. Mais c'est pas de même que ça marche la physiologie, OK? Même si vous avez un muscle qui est plus de fibres lentes, ça veut pas dire qu'il faut l'entraîner différemment. Il faut toujours frapper les unités motrices à haut seuil de recrutement parce que c'est ces fibres-là qui vont prendre la masse musculaire. Vous êtes une fille, vous m'écoutez, ah, Félix, il a dit que les femmes ont plus de fibres oxydatives, de slow twitch, je devrais m'entraîner avec plus du high rep. Pas du tout, mais non. Il faut pas se laisser avoir par ces genres de petites choses-là. Enfargez-vous pas dans les fleurs du tapis. Fait que si vous voulez bâtir un muscle que vous avez lu qu'il y a une prépondérance de fibres, exemple, à dominante lente, ça ne veut pas dire de faire plus de séries, plus de répétitions pour le faire grossir. Vous devez l'entraîner exactement comme les autres. Si vous voulez mettre de l'emphase sur un groupe musculaire, c'est juste de jauger dans votre volume. Tu sais, moi, mes pectoraux, j'y trouve, c'est pas un complexe, là, mais je les trouve très gros déjà. Fait que je fais combien d'exercices de pectoraux par semaine? 1. Et je fais combien de séries? 2. J'ai 2 séries de Incline Smith Machine Press par semaine. Je fais 2 coups. Ding, ding. That's it. Ben, pas 2 shots, mais puis mes charges montent tranquillement, pas vite, mais je veux pas en faire plus que ça parce que, comme je vous dis, il y a du dommage musculaire. Fait que quand je fais ça, je crée quand même du dommage, puis ça me fait chier de gaspiller ma batterie de dommages musculaires sur un muscle qui est déjà assez gros que je pourrais perdre 1 pouce de chest, puis je serais bien content. Mais mes fesses, mes quads, mes mollets, mon dos, mes épaules, je peux vraiment rajouter. Fait que j'aime mieux focusser mon volume sur ces muscles-là, gaspiller, si vous voulez, mon dommage musculaire sur ces muscles-là, parce que pour moi, ça vaut plus la peine parce que c'est ce que je veux faire. Fait que quand vous regardez votre physique, vous vraiment vous posez la question, OK, comme où est-ce que je m'en vais avec mon physique? Qu'est-ce que je veux améliorer? Qu'est-ce que je veux bâtir? Puis, vous allez séquencer votre programme en fonction de ça. Fait, comment séquencer? Bien, le premier exercice, comme je vous dis, c'est le plus important, puis vous dig down. À moins que vous faites comme moi. T'sais, moi, la réalité, c'est que, mettons, je me dis, OK, pec,
ma force, mais je fais juste un exercice de 2 séries dans toute ma semaine. Fait que je vais quand même le mettre au début de mes workouts parce que je me dis, OK, il faut quand même qu'il soit fresh parce que je fais 2 séries dans toute ma semaine du muscle. Fait que, puis tu sais, ça fonctionne bien. Puis ça, c'est un bon exemple. Je suis capable de garder, même que j'ai pris de la densité au niveau des pecs en faisant seulement 2 séries dans ma semaine. Fait que vous vous rendez compte que c'est pas nécessairement le volume. Des fois, il y a des gars qui me disent hey, je fais 4 exercices de chest, je fais genre du bench, des fly, du pec deck, puis des dips, puis je fais ça 2 fois par semaine. Là, puis je fais 3 sets. Là, je fais 3, 6, 9, 12, 24. Je fais 24 sets. Écoute, j'en fais 2, puis je grossis. Là. Fait que tu sais, c'est comme il faut juste comprendre comment ça fonctionne l'hypertrophie, puis arrêter aussi de suivre, mais pas de suivre, non, je veux pas dire ça, mais arrêter de vous fier sur, exemple, des gens qui prennent des gros dosages de produits dopants parce que n'importe quoi marche. Il y a même des études qui montrent qu'ils ont donné, je pense, 600 mg de testostérone à des hommes pendant 20 semaines, puis il y en a qui ont pris 20 livres de masse musculaire à rien faire. Faites pas ça, ok, c'est complètement stupide et c'est dangereux, mais c'est juste pour vous montrer que des fois, c'est facile après de dire telle chose marche pas quand tout est biaisé. Fait que voilà, les amis, c'était comme 1 heure. Hey, c'était long. Puis j'aurais pu en parler encore pendant 1 heure. Fait que si vous avez aimé le podcast, gênez-vous pas. Si vous m'écoutez sur Spotify, la seule chose que je vous demande, c'est mettre un 5 étoiles ou 4 ou peu importe. Là. Juste donner votre opinion. Il y a une place que vous pouvez mettre sur l'application maintenant de Spotify. Donner votre opinion. Fait que j'aime ça, vous entendre, vous lire, ça me fait plaisir. Puis Steph qui monte... salut Steph. C'est elle qui monte toutes les vidéos, qui travaille très très fort. Fait qu'elle aussi, ça paye d'une certaine façon. Elle est payée, quittez-vous pas, mais... Elle apprécie beaucoup ça. Puis si vous êtes sur YouTube, vous le savez, on veut grossir le channel, partagez mon channel YouTube, Félix Daigle. Et là, vous pouvez mettre un petit pouce, c'est toujours super apprécié. Dès que vous commentez, YouTube nous met dans des algorithmes, nous met dans des nouvelles recherches de nouvelles personnes, puis ça permet à des nouvelles personnes de connaître le podcast. Ce qui nous amène des nouveaux clients et ce qui fait qu'on peut travailler sur la pérennité de notre entreprise. Et j'ai bien hâte aussi de commencer à plus vous parler de la construction du gym. Ça va bien, les murs sont montés, on s'enligne toujours sur la fin octobre. J'ai tellement hâte, tellement hâte, les amis, tellement hâte. C'est un rêve de petit gars, hein? À 17 ans, je me suis dit, j'aimerais ça avoir un gym. Puis là, vous voyez, je suis rendu à 38, fait que ça fait 17, 27, 37, 38, ça fait 21 ans. Puis finalement, je vais peut-être accomplir un de mes grands rêves. Fait qu'au moins, je vais pouvoir mourir en me disant que j'ai eu mon gym. Fait que ça va être beau en titi. Fait que j'ai bien hâte de vous partager tout ça, que ce soit en story sur Instagram, de vous inviter à venir. Ça va être à Boucherville, sur la rive sud de Montréal, facilement accessible de pas mal partout de la rive sud. Fait que voilà, un gros merci. N'oubliez pas un petit commentaire. Donnez-moi votre opinion. Vous pensez quoi de quoi j'ai parlé? Challengez-moi, stimulez-moi, parlez-moi-en, donnez-moi votre opinion. J'aime ça vous lire. Ça me fait penser à d'autres choses. Ça me fait voir les choses sous différents angles. Et on se dit à la prochaine. Bye.